La dernière fois, c'était quoi? C'était la guillotine. Ça a fait un petit peu de bruit. C'est cool, je trouve. Si je me permets, la guillotine a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, mais c'est cool, je trouve. Beaucoup de batterie. C'est cool, je trouve, tu vois. C'est bien, tu vois, j'aime bien, moi, ça ouvre au débat, tu vois. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse d'autres choses, on va faire d'autres choses, on va parler de garde et de choses... Ouais, des débats un peu techniques. Ouais. On n'a pas tous le même ressenti, même avis. Bonjour à tous déjà et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sur le Tatami. Comment vas-tu, mon cher Anthony? Ça va super, et toi? Ça va très bien. Championnat de France là qui se termine, c'est bien. On a Tom, félicitations à Tom qui est devenu double champion de France, Guy et Nogui, qui passe bleu. C'est parti pour les bleus. Et on a Anouar là, on vient d'avoir la nouvelle. Anouar aussi qui a gagné en juvénile Sakaté. Donc ça fait plaisir, on a des champions de France là. CFJB. Bref, petite dédicace à eux. Sinon les autres c'était propre, hein. Il y en a, ils ont gagné 3 combats, 4 combats. Je crois jusqu'à 5 combats. Les KT étaient vraiment bien remplis. 120, 130 par KT. Quand tu dois faire 8 combats pour aller jusqu'en finale. Il y a Nabil qui vient de faire bronze. Je crois, oui. Et c'est pas entraîné, c'est pas préparé, c'est pas... Lui, il est vraiment malade pour le coup. Après, c'est pas une excuse, hein, t'y vas. Hein. Mais en tout cas, c'est une belle perf quand même. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet vaste quand même, parce qu'il y a plusieurs manières de l'aborder. Et je t'avoue, je sais pas vraiment comment l'aborder. J'ai pris quelques notes. On n'a pas la même manière de... Enfin, on n'a pas vraiment voulu l'aborder de la même manière, ce podcast. Moi, c'était plus le côté... donc là, ma première compétition psychologique, mentale, enfin... qu'est-ce que ça va m'apporter dans la compète, pourquoi il faut aller en compète, la différence entre la compète et l'entraînement, etc. Et toi, tu étais plus carrément sur la marche à suivre, comment s'inscrire, comment préparer. À partir du moment où tu t'inscris, déjà ce que tu ressens à l'inscription, parce que déjà là, avant, après l'inscription, il y a une différence. Après, comment tu vas te préparer, la nuit avant la compétition, moi, je pense ce que tu vas ressentir quand tu vas arriver dans le dojo, quand on va appeler ton nom, tout ce genre de choses, c'est des trucs que si tu n'as jamais fait, bah, c'est à chaque fois une nouvelle étape. Surtout sur les gens qui nous écoutent et qui sont dans des petits clubs un peu perdus, qui n'ont pas, par exemple, des gens... Ils n'ont pas forcément beaucoup de compétiteurs autour d'eux. Des compétiteurs avec eux, avec de l'expérience, des gens gradés. Ce qui m'est arrivé moi, personnellement, tu vois. Donc, c'est vrai que nous, on a fait notre expérience sur le tas. Oui, c'était moi. Genre, on arrive, c'est eux qui font C'était moi ton coach alors que j'étais blanche. Ouais. Genre, littéralement, t'es une blanche et coach une blanche, le truc qui ressemble à rien du tout. Genre, c'est là-bas. Ok, bon. Moi, j'avais l'expérience, mais de la boxe, quoi. De la compète, mais pas en JJB. Ça pourrait être intéressant aussi de comparer avec d'autres sports, par exemple. On va le faire. Je pense que moi, je peux apporter, comme j'ai fait encore aujourd'hui plus de boxe que de sol, je pense que je vais donner quand même mon ressenti, en l'occurrence, sur le stress. Donc, aujourd'hui, on fait qu'on parle comme ce que tu avais pris et après on demandera en commentaire si ça vous intéresse. En commentaire, dites-nous si ça vous intéresse qu'on développe beaucoup plus pour ceux qui vont aller en compétition ou pour ceux qui y vont et qui n'arrivent pas à avoir de résultats aussi, c'est possible. Qui ne comprennent pas pourquoi, peut-être qu'il y a un bug dans tout le process, qu'il y a une étape que vous loupez. Après, on n'a pas gagné les Worlds, mais du coup, on a quand même fait pas mal de compétitions, autant en tant que compétiteur et en tant que coach. Bah, surtout en tant que coach, toi. Là, quand même, pour avoir un visu. Parce que là, ça fait quand même pas mal de champions de France. En Guy, en Nogui, sur les dernières années, on a quand même formé pas mal de champions de France, que ce soit en MMA. Ça fait déjà quoi, 4 ans que... Ouais, il y a plusieurs champions de France. Il y a une année, on avait fait 5-6 champions de France. Enfin, non, je pense qu'on peut se permettre de... Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je sais que la première année, quand tous ceux qui sont là, bleu-violette, était blanc. Il y avait une année où ça avait été une razzia complète. Après, c'est des cycles. Tu as vu, des fois, tu avais une équipe, à un moment, ils étaient trop dangereux. Et après, le problème, c'est que il y a la vie de tous les jours. Ils ont arrêté d'aller en compète, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une, 2 années où c'était un raz-de-marée, ils ont tout arraché. Tous ceux qui aujourd'hui sont bleu-violette. Quand ils étaient en blanc, il y avait un paquet. Même en MMA, parce qu'en vrai, France Web, il a gagné les championnats de France en blanche, il a gagné les championnats de France en bleu. L'IS, il a fait vice-champion de France, je crois que c'est sa première compétition, vice-champion de France en bleu. Il connaissait même pas les points d'ailleurs. Il connaissait même pas les règles, c'était n'importe quoi. Je me souviens, il était arrivé avec un rash-guard de Marvel, je sais plus, Superman, Spider-Man. Le gars, il a dit, mais c'est quoi ça, ton truc? Va mettre un rash-guard de mon logo. Abdou aussi a gagné les championnats de France en blanche. Si, en fait, Bref. Non, on peut, il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas besoin d'être Adam Wawrinki pour donner son avis sur un podcast. De toute manière, c'est le nôtre. C'est les gens, ils sont là, ils nous écoutent. C'est qu'ils veulent notre avis. Voilà, s'ils sont pas contents. C'est très juste. Qu'ils aillent sur le podcast de quelqu'un d'autre. Ils écoutent pas. Bref.
Un peu la street. Je mets les choses en place. Donc, par quoi commencer déjà? Il y a des gens qui font pas de compétition. Il y a des gens qui font de la compétition. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de faire de la compétition. Chacun vient chercher ce qu'il veut au jiu-jitsu. Certains ils viennent perdre du poids, il y en a ils viennent déstresser, il y en a ils viennent apprendre un art martial. Se défendre Ou prendre confiance en eux. Il y a un côté social, rencontrer des gens, etc. Il y a plusieurs manières d'aborder des choses, plusieurs choses en même temps. Moi personnellement, moi qui ai une vision martiale, qui m'intéresse au sport de combat en lui-même, à l'art martial, à devenir bon dans cet art martial-là, je pense, c'est mon avis, tu me diras ce que tu en penses, qu'il faut aller au bout du truc et il faut aller en compète. Je suis d'accord. J'ai rien contre les gens qui vont pas en compète. Pour moi, c'est important d'aller en compète. En fait, genre vraiment important, genre là, je m'adresse vraiment aux gens qui se disent non, moi, j'ai pas envie d'aller en compète, ça m'intéresse pas plus que ça. S'ils aiment le jiu-jitsu brésilien, ce sport, tu vois, ils viennent techniquement, ils veulent apprendre des choses, ils font une vraie recherche. Pour moi, c'est un outil, un énorme outil. Ouais. Au-delà de je prends confiance en moi, des défis, blablabla. Martialement, c'est comme sans entraînement, une compète. Complètement. Ce qu'on remarque très souvent, c'est que ce qui t'amène dans un dojo, c'est rarement unilatéral. Parce que si tu viens que pour perdre du poids, en vrai, tu vas t'inscrire chez Basic Fit et tu vas aller courir. Ouais, tu vois. Ouais. Si tu viens que pour prendre confiance en toi, tu trouveras une autre façon de prendre confiance en toi. Il y en a. Tu feras de la muscu. Ouais, par exemple, tu iras faire de la muscu, tu vas prendre des pecs et tu auras confiance en toi. Je pense que si tu t'inscris dans le jiu-jitsu brésilien particulièrement, c'est qu'il y a plusieurs facteurs et que tous ces facteurs, en fait, quand tu les mixes, bah, ça donne le JJB. Tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que tu vas chercher peut-être à apprendre à défendre. Je trouve que le fait d'apprendre à se défendre, surtout dans notre société, mais c'est pas un truc... j'ai l'impression que c'est chez tout le monde. Mais c'est pas un truc que les gens disent. Non. C'est inconscient, je pense. Mais... Quand tu vas t'inscrire à la boxe, est-ce que les gens vont se dire je vais m'inscrire à la boxe pour être bon, pour savoir me défendre? En fait, inconsciemment, ils se disent je vais apprendre à mettre des coups. Ouais, mais pourquoi? Ouais. Parce que si un jour tu as besoin de mettre des coups, déjà, ça, comme par hasard, ça arrivera beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de chances que tu vas dégager de la confiance. Exactement. Ça se sent, ça, mais des animaux, ça se sent. Ouais, ça c'est un truc qui est criant de vérité. C'est quand tu regardes les animaux dans la savane ou les loups et tout, genre les lions, ils vont jamais prendre le buffle alpha chargé à la testo. Tu le sens. Ils vont prendre toujours le plus petit ou le plus vieux. Le plus frêle, et même il y a de la... Physiquement, tu vois, il y a un langage non verbal. Voilà. Des fois, même un mec costaud, tu peux sentir qu'il est fragile. Et du coup, les agressions et compagnie, chez les humains, c'est la même chose. En général, ils vont toujours aller chez celui qui respire le moins la confiance. Ou alors le gars, c'est un tête brûlée, et il se dit oh, moi, je veux repérer le plus costaud de la soirée et je veux aller m'embrouiller avec pour me taper. Non, ça, c'est rare. C'est rare. Mais et tu peux être skinny. On est en train de dévier sur un autre podcast, mais tu peux être skinny. Et ça, tu dégages de la confiance, tu vois. Il y a beaucoup moins de chances que tu te fasses agresser. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse barbe comme Anto, des tatouages et de balèze. Mais en vrai de vrai, c'est un truc. J'ai mon pull en plus. Mais t'inquiète, on sait que t'es balèze, Anto. Non, je parlais des tatouages. Bref, on est en train de dévier sur un autre podcast, mais inconsciemment, les gens le diront pas vraiment, mais je suis d'accord avec toi en grande partie. C'est parce que tu as envie d'apprendre un art martial, en fait. Ouais. Tu as envie d'apprendre un sport de combat. C'est ça. Voilà, il faut qu'il y ait un combat. Tu sais te défendre. En fait, tu développes un vrai skills naturel, quoi, chez l'homme, tu vois. C'est à la base. Bref. Oui, à la base, compris, on est fait pour se battre, ça fait partie. À la base, on chasse pour manger, tu vois. C'est ça. Moi, je dis toujours, le tennis dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Ouais, pour mettre une gifle. Tu mets des sagés. Il y a moins que tu veux des gros revers. Tu mets des atémies, tu mets des revers de... T'imagines de malade, le gars il est KO à l'envers. Nadal avec son bras tout balèze, là, il te met un revers dans le front. Tu vois, tu percutes au bowling. Il y a un truc à... Aux fléchettes, tu mets des aux fléchettes, des doigts dans les yeux. Il y a un truc, hein. Tu blagues, mais... Bref. Donc tu disais, les gens viennent pas que pour un truc en général. En général, c'est multifactoriel et ça aboutit sur le jiu-jitsu brésilien. Moi, ma vision, c'est que, genre tout le monde, pour toutes les, entre guillemets, les pathologies, enfin, toutes les raisons pour lesquelles les gens viennent, parce que tu as raison, il y en a plusieurs, mais chacun a la principale. Ouais. Tu vois, par exemple, le mec qui vient au JJB, à la base, il y a tout le monde qui lui dit, t'es trop gros, perds du poids, et vas-y, je vais aller avec mon frère, mon cousin, je vais aller tout seul, ça va m'aider à perdre du poids, et en même temps,
je vais rencontrer des gens, je vais apprendre un sport de combat, etc. Tu as des gens, ils viennent pour apprendre un sport de combat et en même temps... Ils ont besoin de se sociabiliser, puis ils sont un cercle d'amis. C'est ça. Carrément. Pour moi, tout le monde devrait aller en compétition. Tout le monde. Ouais, tous. Et ce qui est magnifique avec le jiu-jitsu brésilien, c'est que même à 50 ans, tu peux aller en compétition. Il y a les Masters 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux faire des championnats d'Europe, des championnats du monde. Il y a les World Masters à 50 balais, à 60 balais. En plus du niveau des gars en Master. Il y a du niveau. Et il n'y a aucun sport où tu peux faire ça. Te retrouver dans une KT avec un mec qui était déjà 10 fois champion du monde, par exemple, surtout en Master. Tu sais, tu peux te retrouver devant un Joao Miyao demain, tu vois. Donc, je trouve que... aux dernières Europes, moi, je me suis fait la réflexion. Aux dernières Europes, si j'avais été faire les Europes en Master, je serais tombé possiblement avec Xander Ribeiro. Ouais, et puis un jour... C'est énorme, quand t'es pas si vieux, mais un jour, il y a des gens qui vont affronter Tenan Dalpra en Master 1. Ouais, ça pique. Hein. Bon, il fera pas Master, Tenan. On dit ça pour... Non, oui, il s'arrêtera avant. Tu vois, Rafa, il a arrêté à 28. Mais parce que c'est vrai que les gars comme Xander, les Shandy, ouais. C'est des piqués. Tu sens que c'est des Shandy, c'est vraiment le genre de mec. C'est vraiment des piqués. Encore à la DCC et tout, invité sur les gros trucs. C'est une légende et puis il représente aussi Ribeiro Jiu-Jitsu. Et puis ils ont un élève incroyable, Victor Hugo, qui est un monstre, celui qui a fait le plus de sous d'ailleurs sur le Craig Jones Invitational 2, parce qu'il a pris, tu te souviens, quand il a mis les bonus de soumission, il a mis genre 2-3 soumissions. Plus après, il en a mis 2 d'affilée, 2 étranglements. Et après, ils ont gagné le truc. Et après, je crois, à sa deuxième soumission, il fait comme ça. Et moi, j'aime beaucoup le jiu-jitsu de Victor Hugo parce qu'en fait, c'est un poids lourd énorme, mais qui est hyper technique. Grosse clé de genou, il inverse super bien, il est souple. Et en plus, il a progressé en nogi. Bref, encore une digression, mais je disais, pour moi, tout le monde doit aller en compétition. Et ce qui est magnifique comparé aux autres sports, bien sûr, tu peux aller en compétition, faire de la pétanque. En lutte, ils ont par exemple des trucs vétérans, mais c'est pas aussi bien fait que JJB. JJB, t'as vraiment plus de 30 ans, plus de 35, plus de 40, plus de 41, plus de 40, ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture violette, ceinture marron, ceinture noire. C'est-à-dire que si tu commences le jiu-jitsu à 40 ans, que t'es ceinture blanche, sur les grosses compétitions, tu peux aller combattre contre des gens de ton âge et de ton niveau. Et en plus, ce qui est stylé, après, il faut avoir les moyens de le faire, c'est que c'est du jiu-jitsu lifestyle. Tu visites, tu vois, là, les dernières championnats d'Europe, et en général, il y avait eu le Covid, mais en général, c'est à Lisbonne, au truc au Divella, là. C'était à Lisbonne. Les Worlds, je crois, c'est à Las Vegas. Tu peux, t'as des compètes dans le monde entier, il y a Rome, tu peux aller à Londres. Tu fais tes Open, etc. Bon, t'as un peu de fond, t'es un ancien, t'as un peu de fond. En vrai, tu peux kiffer ta life, continuer à faire ce que t'as à faire dans la vie, et puis devenir, entre guillemets, un athlète, en vrai. Tu vois, c'est une tuerie. Mais, on est parti loin là-dessus, mais pour moi, tout le monde devrait faire au moins une compétition. Surtout les gens qui n'ont jamais fait de compétition. Je voulais parler d'un truc aussi, c'est la différence énorme entre quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition de sa vie et qui commence à faire une compétition en adulte, en étant un adulte, que un mec qui fait des compétitions de jiu-jitsu brésilien, mais qui est ceinture noire de judo, qui a fait des compétitions depuis qu'il est tout petit, qui en fait 5-6 par an déjà, depuis que tu as 4 ans, qui a fait des centaines de combats de karaté. Enfin bref, il y a des gens, ils ont de l'expérience ailleurs. Donc quand ils arrivent en compétition, ils ont déjà l'habitude de la compétition. Ils savent un peu comment ça va se passer, ils se connaissent, etc. etc. Ils ont l'habitude de se confronter. C'est ça, ils savent gérer leurs émotions, les gérer mieux que quelqu'un qui, pour moi, c'est en vrai... Genre, je les félicite, les gens qui regardent là, et qui ont 30 ans. Même pas 30 ans, t'es en adulte, t'es à 26, 27 ans, t'es ceinture blanche. Et c'est bizarre, parce que tu sais, les mecs, il y en a, ils sont mariés, ils ont des gosses. En fait, t'as 27, 28 ans, tu vas affronter un mec, il a... 27, 28 ans, c'est jeune, mais... Je sais pas, t'as 27, 28 ans, t'es ceinture blanche, t'arrives dans des petits jeunes, ils ont 18, 19 ans, ils sont ceinture blanche. Ils sont explosifs à la mort, ça fait 2-3 ans qu'ils en font. Toi, t'es déjà en place, t'as acheté, ta carte, t'as ton travail, t'as tes responsabilités, t'as des gosses. Chez le banquier pour avoir un crédit. T'as jamais fait de compète. T'es dans la vraie vie. Ouais, t'as jamais fait de compète, t'as tes responsabilités. Et tu sais, t'es un homme. T'as pas envie de perdre, tu vois. Et c'est dur, à mon avis, c'est dur. Tu vois, et en plus, tu vas découvrir, c'est ce que j'aime aussi avec la compétition. Je fais un gros monologue, désolé, mais ce que j'aime avec la compétition, c'est que tu vas te voir toi-même la vraie personne que t'es. Exactement. C'est un énorme révélateur. Et c'est pour ça que moi j'aime bien que mes gars y aillent, parce qu'ils savent pas. En fait, tant que tu n'y vas pas, tu ne peux absolument pas reproduire la sensation de la compétition. C'est impossible. Il y a des gens, ils disent oui, mais des gens ils se disent j'aurais pas peur.
T'as pas peur de te faire péter un bras, t'as pas peur de te faire mettre KO quand tu vas en compétition. T'as peur de l'humiliation. T'as peur d'être ridicule. T'as peur de perdre, en fait. C'est ça qui te fait peur. Et pour moi je parle pour moi, ce qui est le plus dur à gérer, c'est l'humiliation. Okay. Genre, t'as trop peur de te faire éteindre. Tu vois, genre, tu te fais éteindre, tu vois, d'être ridicule, en fait. Et c'est ce qui fait le plus peur. Donc, moi qui ai fait des combats de boxe, quand je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien, j'ai fait ma première compétition de jiu-jitsu brésilien, j'avais presque, c'est pas comme quelqu'un, parce que moi, je faisais des assauts de boxe anglaise à 9 ans, 10 ans, donc j'ai, entre guillemets, grandi dans la compétition, et tous les gens autour de moi faisaient de la compétition, et j'ai grandi avec des combattants autour de moi, donc c'était différent. Mais quand j'ai fait ma première compétition de JJB, je me suis dit, j'ai fait de la boxe, des combats de boxe, tu vois, genre ça va être de l'eau. Et quand je suis arrivé, j'avais autant peur qu'à la boxe, voire même plus, parce que j'étais adulte, et la majorité du temps que j'ai combattu, j'étais mineur. Ouais. Donc quand t'es mineur, t'as une insouciance, où t'as pas de responsabilité, que t'en as rien à foutre. T'as pas peur du danger. Tu t'en fous, t'as pas peur. Et là, quand t'es majeur et vacciné, t'es là, tu te dis, attends, je vais me faire éteindre là, tu vois, je suis un homme, tu vois ce que je veux dire. Donc j'avais autant peur, parce qu'en fait, oublier le délire de... Ça, c'est un truc que j'entends beaucoup. Ça fait plus peur la boxe, parce qu'à la boxe, tu prends des coups. Le MMA, je suis d'accord, c'est assez différent, le MMA. C'est spécial. Tu rentres dans une cage, t'es enfermé. Tu vois, il y a une sensation de claustrophobie. Les coups, c'est un sport qui est quand même assez violent. Mais la boxe, c'est violent aussi. Mais pour moi, c'est kiff-kiff. Je trouve que la cage joue beaucoup dans la sensation de... T'es oppressé. Ouais. Alors que le tatami qui est ouvert, ton cerveau reptilien se dit, en vrai, la sortie, elle est là-bas. Je suis d'accord. Si je cours très vite, c'est bon, je suis sauvé, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et je disais, oubliez les coups, la notion de coup, vous allez avoir autant peur. Parce que vous avez surtout... Et les gens qui se font bouffer par le stress, je le vois encore aujourd'hui dans les messages, qu'il y en a qui... On n'a pas eu que des victoires au championnat de France, il y en a qui ont perdu. Ce qui arrive souvent, malheureusement, c'est qu'on a des gars... Et il faut qu'on passe sur ce sujet-là. C'est la différence de niveau entre l'entraînement et la compétition, à cause du stress. Justement, moi je voulais parler du stress, genre de comprendre. Alors, juste, je peaufine juste ce que tu disais sur l'expérience et pourquoi il faut y aller. Je pense que t'aurais pas besoin de ça en fait. Je pense que tout le monde devrait aller en compétition au moins une fois pour l'expérience que c'est. Tu vois, en fait, c'est une expérience particulière. Avec soi-même. Voilà, et il faut que tu la vives une fois dans ta vie. En fait, je peux pas mieux le résumer que juste parce que c'est une expérience. Et que si tu n'as jamais été en compétition, le samedi tu vas y aller, le dimanche tu vas y penser, et le lundi quand tu vas retourner au boulot, tu seras une personne différente. Merci, j'allais dire, t'es plus du tout la même personne. Exactement, c'est-à-dire que tu es la même personne, mais qui a déjà fait de la compétition. Et c'est pas pareil. Et c'est pas pareil, t'as un truc en plus. Déjà, tu auras vécu un stress énorme. Grave. Si tu n'as jamais fait de compète, parce qu'il y en a, ils regardent, ils disent de quoi ils parlent, ils se souviennent même pas. Ouais. Mais la majorité des gens n'ont jamais fait de compétition, tu vois. Vous allez vivre... Mais c'est pour ça, et ça c'est un truc qui est fou, c'est que par rapport aux réseaux sociaux, si tu fais du jiu-jitsu brésilien, quand tu ouvres ton Insta, ton algorithme, il te balance 1000 vidéos de compétition. Et quand je regarde, t'as l'impression que tout le monde fait de la compétition. Et tu vois, c'est ce qu'on disait quand on a regardé le nombre de pratiquants de JJB et le nombre de pratiquants de ping-pong. Et qu'on s'est dit, mais en vrai... Ils croyaient pas... genre, si tous les gars... la pétanque, c'est plus populaire que le JJB. Même les fléchettes. Ouais. En vrai, on s'est dit, si tous les gars des fléchettes, ils débarquent, et ben en fait, ils nous éteignent parce qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous. Et ça, c'est un paradoxe parce que... Donc, on a l'impression que tout le monde fait de la compète. Alors que quand tu compares le peu de personnes qui font de la compétition... À peu près 10%, je crois. Ouais. Et ça fait vraiment un tout petit nombre. Eh ben, si tu as déjà fait de la compétition, tu dis, je fais partie, entre guillemets, d'une élite qui a osé, à un moment donné, monter sur un tatami et me dire, je vais aller me taper avec quelqu'un et le but, ça va être de s'étrangler. Pour les gens lambda, c'est un truc de fou. Parle-en autour de toi. Si tu bosses, je sais pas, à l'usine, va chez les gars à l'usine et tu leur dis, moi, je monte sur un tatami et je vais m'étrangler avec des gens. Puis ils vont se dire, mais t'es pas... Il y a une notion de... Je suis un combattant. Pendant un instant, pendant un week-end, c'est ça. J'ai été... Oui, certes, tu prends pas des coups de genoux sautés, c'est pas aussi stylé que BSD dans la cage. Mais si, t'es un combattant, en l'occurrence. T'es quand même un combattant dans un art martial. Tu vas essayer de péter le bras du mec en face et lui, il va essayer de te casser le bras aussi. Pour moi, c'est le jiu-jitsu brésilien. Moi, je le classe au-dessus de la plupart des autres arts martiaux, sans manquer de respect aux autres arts martiaux. C'est très dur. C'est, je sais pas... qui est-ce que je vais tacler? Les gars du taekwondo, par exemple.
Les gars du taekwondo, ils ont un casque, un plastron, ils sautent, et tac, ils touchent. Ou le karaté, tu peux pas aller au KO. Ouais, tu vois, t'es obligé de... C'est des sports où t'as pas le droit d'aller au KO. C'est à la touche, tu vois. On n'est pas sur le même ratio, c'est pas tout à fait pareil. Parce que tu peux te faire casser le bras tout de suite. Ou endormir. En tout cas, en l'occurrence, c'est une vraie humiliation. Ouais, c'est ça. Tu vois, d'ailleurs... moi j'ai reposté parce que c'est la CFJB qui l'ont mis, je pensais à ça, je me disais ils sont vraiment sans pitié les CFJB. Ouais. T'as vu Nabil hier, le triangle qu'il met? Et l'autre il est complètement dans les pommes. Bon, ils nous ont mis en partenaire. Alors je réfléchissais, je me disais, je le publie ou pas, tu vois. Après je me dis, la CFJB ils sont énormes, ils ont tellement de vues que je le mette ou pas, que nos élèves ils le voient, ça revient au même. Donc je l'ai republié. Mais c'est vrai que ça me gênait parce que je me disais, je comprends. Je me disais c'est humiliant pour le mec quoi. La CFJB ils ont énormément de followers. Ça veut dire que là, il y a un de mes combattants, il aurait pu être dans une vidéo complètement inerte par terre, comme ça. Je me suis dit. Moi, si ça avait été moi, je suis pas sûr que j'aurais voulu. C'est le truc qui m'a gêné parce que je me suis dit, ça aurait pu être Nabil à la place. Ouais, bien sûr. Et après, là, c'était nous. Mais, la dernière fois, c'était Tanguy, je crois. Ils avaient mis un truc de Tanguy, une photo où genre Tanguy, il était contrôlé au sol, alors que Tanguy... Oui. Et ce qui est ouf, c'est que je crois il gagne la compète, ou genre il prend une médaille dans cette compétition, et il pose juste la photo où le gars m'a donné dans son dos. Il a un truc sur lui, alors que Tanguy roule sur tout le monde, tu sais. Ça me fume. Mais ouais, d'ailleurs, une petite digression, je trouve pas ça propre, tu vois. Je suis pas à l'aise avec le fait que t'as d'énormes réseaux sociaux et que tu mettes un gars qui se fait... Tu relais ce genre de choses. Ouais. Je suis pas à l'aise avec ça. À la limite, mets des belles actions. Un double leg, mais moi, pas quand le mec il dort, il est complètement inanimé comme ça. Je suis pas à l'aise. Il a une famille. Tu vois, sa mère, elle peut tomber sur la vidéo, ça peut la traumatiser. Tu sais, tu vois, un père, tu vois. Tu imagines, tu vois tes enfants, tu sais, comme ça. Et toi, tu connais pas ce sport. Tu vas dire à ton fils, je paye plus la licence. Tu vois, tu vas plus là-bas. Qu'est-ce que je vois? Il y a écrit 60 000 vues là. T'es complètement inanimé au sol comme ça, tu vois. Et en plus, ça peut avoir des répercussions cérébrales. Plus longtemps tu restes endormi, plus ça bousille ton cerveau, tu vois ce que je veux dire, c'est pas rien de se faire endormir aussi, c'est pour ça qu'il faut taper. Donc petite digression, personnellement, il y a peut-être qu'un jour on en parlera, 2-3 choses que j'aime pas chez la CFJJB, sinon je trouve qu'ils font un taf énorme et incroyable, mais il y a 2-3 choses que j'aime pas, mais ce genre de choses, j'aime pas trop. Même si je suis un gros hypocrite, parce que je l'ai remis dans notre story à nous, mais bref, je te disais, tu prends le risque de te faire humilier, comme la scène dont on vient de parler, tu vois. Et surtout à notre époque aujourd'hui, où tu as TikTok, Insta, où la moindre défaite, ça va faire des highlights sur toi et tu vas voir ta tête. Donc pour les jeunes aujourd'hui, c'est compliqué parce que moi, par exemple, j'en parlais encore ce week-end, le week-end dernier, quand on est parti pour des combats de MMA. Et je disais à mes gars, parce que en gros, ils me disaient, t'as pas de photo de toi en combat, tu vois. Et je leur disais, moi, quand je combattais, c'était il y a plus de 15 ans. Déjà, il y avait le Samsung rotatif. Et il fallait qu'il y ait un photographe dans le gala. Et nous, on avait une culture de... Moi, je me souviens de moi en train de m'échauffer, où, tu sais, ça vient me dire, ouais, je te prends en photo ou machin. Et je disais, me prends pas en photo. Qu'est-ce que tu veux me prendre en photo? Je suis venu éteindre un mec. Qu'est-ce que tu veux me prendre en photo? Je suis pas une demoiselle. On avait cette notion de kiffer l'instant. On est là. Ah ouais, non, il y avait pas pour c'est une autre époque, il n'y avait pas de téléphone. Eh ben, tu sais quoi, j'en ai parlé aujourd'hui avec ma compagne. On parlait d'une compète où Flo, il avait été. Au-dessus de Misao. Et en fait, en finale, il tombe contre un judoka. J'étais là, je crois. Ouais, et le judoka l'amène au sol. Il était fort, le judoka. Il était très fort. Et il l'amène au sol et il bloque le combat après. Il bloque la position et Flo perd 2-0 à cause de l'amener au sol. Et à genre 10 secondes de la fin, le gars, il fait un signe à son coach au public en mode, tu sais, il commence déjà à flex. C'est l'arrogant, ouais. Ce qui est très mal vu. Ouais. Et en fait, l'arbitre, il arrête le combat 10 secondes avant. Et il fait disqualification pour comportement antisportif. Et disqualifie le gars. Ouais. Il y a le podium juste après. Flo, il monte sur le podium et je me souviens, la dame, elle lui met la médaille du premier. Flo enlève la médaille, il la donne au deuxième et il se barre. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un comportement où tu sens qu'en vrai, il est juste là pour la compète. Et je crois, alors je sais pas du tout pour faire le mec qui est dans l'histoire, mais je crois que c'est moi qui ai dit à Flo de lui donner la médaille. Ah ouais? Eh ben, tu vois. Demande à Flo, mais il me semble que c'est moi. Tu vois comment c'est? Ouais. Genre, c'est vraiment... Ouais, c'est complètement c'est une autre mentalité. Après, nous, il y avait un truc aussi, c'est que nous, en allant en équipe, par exemple, ce que je vois maintenant autour des combats, nous, ça partait en couille tout de suite. Ah non, tout de suite. Ah non, mais vraiment, ça partait tout de suite. C'est-à-dire que tu aurais pu me voir sauter en plein combat du ring pour me jeter dans la foule pour aller mettre des crochets. Quand on allait en Allemagne, tu sentais que c'était tendu. Hein. Ouais, c'était pas... C'est vrai que ça a vite... Et il y a quelques années juste, c'était pas exactement la même chose. C'était pas la culture des
des appareils photo, des montages, des réseaux. Après, c'est le Shaitan, le réseau des enfers de TikTok aussi, qui a beaucoup développé ça. Et puis le fait que y a des sponsors, il y a de l'argent, donc forcément, c'est comme ça. Alors que maintenant, maintenant tu gagnes parce que ton adversaire il fait une DQ ou tu gagnes parce que personne n'est venu. Et tu vas faire comme si t'avais les mecs qui se tapent le torse. Comme si t'avais éteint tout le monde, tu vois. Ça, faudra qu'on en parle un jour. Ou même pire, tu perds le combat, mais t'as fait un joli takedown. Et du coup, direct, tu sors de combat, tu postes ton takedown alors que tu viens de perdre 7-2. Tu vois, ça, tu peux pas faire ça. Mais il y en a qui le font. Hein. Ouais, après, bon, c'est une question de génération, on n'a pas la même mentalité, je pense. Après, je parle comme un boomer, comme un vieux. Je suis pas vieux, mais je pense que même pas avoir de cette mentalité. Mais parce que le switch s'est fait on disait que ce qui est dur aussi dans le fait d'aller en compétition aujourd'hui, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et que tu vas te faire afficher. Donc pour moi, c'est peut-être encore plus de pression qu'avant. Pour moi, aujourd'hui, c'est encore plus dur d'aller en compétition. Pourquoi ? Il y a les réseaux, le niveau est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire les black belts d'il y a 10 ans, c'est pas les black belts d'aujourd'hui. Les bleus, c'est pas du tout les bleus d'aujourd'hui. Il y a des bleus aujourd'hui dans des niveaux, c'est nimp. Il y a 15 ans, à 20 ans, j'en parle même pas, il y a combien de vieilles black belts ils ont fait 3 stages au Brésil, ils sont black belt. Enfin voilà, il y en a qui... Voilà, bref, c'est comme ça dans tous les sports, de toute manière, hein, dans tous les sports, c'est comme ça. Quand tu vois l'expansion que le sport a eue et à la vitesse à laquelle ça a été, c'est logique que mais ça pourquoi, se passe comme ça. Pourquoi, selon moi, il faut aller en compétition ? Martialement, tu vas très vite comprendre si ton jeu fonctionne. Tu vas très vite comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Dans ton jeu, en fait, de manière générale déjà, tu vas en apprendre le plus important au-delà de martialement. Après, de toute façon, c'est intrinsèquement lié. Ton esprit, ton mental, ta personnalité. On va pas rentrer là-dedans, mais tu vas être une autre personne. Même le côté martial, au final, c'est pour ça. C'est même pas le martial. Tu vois, moi, par exemple, je parle beaucoup d'arts martiaux, que j'aime la technique, mais foncièrement, quand tu fais des arts martiaux longtemps, vraiment que tu fais une recherche technique longtemps, des années sur le même sport, tu cherches à être vraiment fort sur le même sport, je pense que tu cherches vraiment à te connaître toi-même quelque part, tu vois ce que je veux dire ? J'aurais pas les mots de toute façon pour développer ma pensée, mais... si tu peux faire un parallèle un peu avec ce qu'il disait Rickson Gracie, dans le fait d'emmener quelqu'un en eau trouble, c'est genre le noyer, et c'est là où tu vas vraiment te révéler. Parce que là, tu vas vraiment être dans le dur. Quand il y a un gars qui te met la pression, qui est en train de t'étrangler, c'est là où tu vois qui t'es. Si t'es un quitter ou si t'es un bagarreur, tu vois. La plupart du temps, vous allez avoir peur. Et la plupart du temps, pour coacher, recevoir beaucoup de messages, des choses qu'on ne va pas mettre sur les réseaux, bien entendu, recevoir plein de sortes de messages différents, où on fait beaucoup de social. Dites-vous que pour moi, plus des 3/4 des gens, je dis plus les 3/4 des gens parce que il y en a, je vais savoir le déceler, mais ils vont pas le dire. Tout le monde a peur. C'est très rare des gens qui n'ont pas peur. Non, être un guerrier, le courage, c'est, je suis grossier, hein, tu te chies dessus, mais tu y vas quand même. Le courage, il n'y a pas de courage sans peur. Tu peux pas avoir du courage si t'as pas peur. Et si vous allez en compétition, les gars, vous tremblez, vous avez les jambes lourdes, vous avez vraiment peur. Ça veut dire le jour de la compétition, vous arrivez, vous trouvez comme la plus grande des S dans votre tête, un chemin pour esquiver. C'est-à-dire vous arrivez à la compète, vous dites je peux ne pas y aller en fait. Tu sais, je peux rentrer chez moi et dire que je m'étais blessé, que j'ai pas été. En fait, tu peux trouver une excuse. C'est-à-dire si vraiment vous en arrivez à un moment dans votre tête à vous dire à vous comporter comme un lâche, dites-vous que c'est normal. Vraiment, dites-vous que c'est pas parce que vous êtes plus faible que les autres. C'est juste que vous allez rencontrer des gens qui, eux, ont été plus de fois que vous dans ces situations-là. Et on peut faire un parallèle avec la rue ou machin. Il y a des situations où il y a des gens qui vont réagir, qui vont être... Tu vois, un pompier qui arrive sur une scène, toi, tu vas avoir un accident, je sais pas, il y a un bras en moins, tu vas être là, tu vas pas regarder, il y en a qui vont faire des malaises, un pompier, il va arriver dans le plus grand des cas, il va prendre le bras, il va le mettre dans de la glace. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont habitués à ces situations de stress. Mais dites-vous que la première fois que ça lui est arrivé, il a vomi. Il a mal dormi, il a mal dormi toute la nuit. Moi, je peux parler de moi qui étais pompier pendant 5 ans. Moi, je me souviens que mon premier arrêt cardiaque... Ouais, ça fait bizarre. Ah, t'es mal, hein. Ouais. Ah, tu peux avoir répété 1 million de fois les gestes sur un mannequin, avoir pris des claques par ton lieutenant qui dit là, le gars, il est mort. Ouais. En vrai, il est en plastique. Tu vois ? Tu dis, ok, dans la vraie vie, je l'aurais tué, mais il est pas mort. Là, quand tu sais que le gars, possiblement,
il va vraiment y rester. Ouais. Ah, ça fait pas pareil. Tu me fais penser à quand moi je travaillais dans le social et qu'au début, je lisais des situations horribles. T'as travaillé dans le social toi aussi, t'es diplômé aussi en plus. T'as tout fait toi, foiré. T'as vu quand tu lis une situation et que tu vois les parents. Je vais donner un exemple. Par exemple, je lis une situation où la gosse elle est là parce qu'elle s'est fait V par son beau-père. Okay. Elle s'est fait V par son beau-père. Je parle d'une gosse de 10 ans, 11 ans, tu vois. Donc tu te dis, et un jour, en fait, t'es amené à le voir, à le rencontrer. Et des scènes comme ça, dégueulasses, t'en as plein. Et toi, t'es dans le cadre de ton travail, tu peux rien faire, tu vois. Et en fait, à un moment, tu sais, il y a des nouveaux qui arrivent et je leur dis, tu sais, les nouveaux ils arrivent, je leur dis, t'as tous les dossiers, lis les situations de chacun, comme ça tu sais. Par exemple, je donne un exemple, un jeune, il se douchait pas, c'était dur de l'amener à la douche. Je lui faisais des scènes pour qu'il aille à la douche. Un jour, j'ai pris son dossier, j'ai commencé à lire, parce que personne ne m'a rien dit, parce que c'était un foyer de merde où je travaillais, et c'était de la grosse merde, bref. On va pas développer là-dessus, mais un jour, je lis sa situation. En fait, depuis qu'il était tout petit, depuis bébé, il se faisait V par son père dans la douche. Ok. Jusqu'à ses 9 ans où ils l'ont mis au foyer. Et après un test sanguin plus tard, ça n'a jamais été son père. Une histoire horrible. Tu vois, vraiment des histoires comme ça, tu vois. Bon, on a fait un parallèle de fou, pleurez pas les gars. Mais c'est pour vous dire que, à un moment, au bout de quelques mois, j'avais des jeunes, ils arrivaient, on me donnait ces jeunes, on me disait, lui, il lui arrivait ça, elle, il lui arrivait ça. Je capte où tu vas en venir. Mon cerveau, il était habitué, genre j'arrivais à le gérer. Alors qu'avant, quand je te dis j'étais dans le mal, j'étais vraiment dans le mal. Je dormais mal, je le ramenais chez moi, ça, parce que tu sais, t'es vraiment tendu, tu vis des trucs horribles. Et tu dis, nous on se plaît, quand quelqu'un se plaint autour de toi, tu dis, mais tu sais, tu dis, attends, tu te plains là, mais regarde ce que j'ai pendant 8 heures, avec qui j'ai travaillé, bref. C'est pour vous montrer en fait à quel point le cerveau il est capable de s'adapter aux pires choses. Et ça peut devenir une habitude, il est capable de s'adapter à des situations qui sont horribles comme ça me vient de dire. Horrible, comme le syndrome de Stockholm, t'as des gens qui se font kidnapper, torturés pendant des années et qui finissent par apprécier la personne qui les a mis là. Tu vois, parce que c'est leur vie en fait. C'est une dinguerie. Hein. C'est le côté humain, en fait, c'est la survie. Un humain, quoi qu'il arrive, il va survivre. T'imagines, excuse-moi, mais t'as vu, déjà, quand tu vas en compète et tu vois des gens et tu dis, ouais, lui, il est pas stressé, moi, je vois des bleus, des violets, des marrons, ils sont tous passés par là. Et tout le monde a peur. Et si t'as peur, c'est normal. Il y en a qui sont poker face de fou, qui vont dire non, ça va. Qui apprennent à le gérer. C'est pas vrai. À moins que c'est un mec qui a fait de la compétition, qui a grandi dans la compétition. Par exemple, Black Belt du judo, eux, ils ont fait tellement de compètes. Ils arrivent, ils sont carrés, ils savent, il n'y a rien à dire. De toute façon, il n'y a rien de plus facile que d'emmener en compète un mec qui est Black Belt de judo. Parce qu'en général, ils sont tellement au millimètre. T'as même pas besoin de parler avec eux, tu vois, ils gèrent tout. Tout est préparé. Ils savent exactement comment ça va se passer. Surtout s'ils ont été dans des pôles espoirs et pôles performance et compagnie, c'est des gars... on en a, moi, MMA, j'en ai, tu vois. Tu le vois, t'as pas besoin de parler. En fait, ils ont compris qu'il faut travailler, en fait. Il n'y a même pas besoin de ça fait partie du logiciel de base qui a été intégré dans leur disque dur. Ils n'ont pas besoin de l'apprendre. Qu'est-ce que tu vas découvrir quand tu vas en compète? Tu vois, c'est ça que j'aime. C'est tu vas te découvrir toi-même. Tout ça, tout ce que tu as dans la vie tous les jours, tous les vêtements, l'argent, les voitures, le blabla, là tu vas te rendre compte que c'est la réalité. La réalité, c'est que regarde, tu as peur comme les autres et tu peux pas acheter ta victoire. Le gars en face là qui va me dire c'est tatami, tu peux pas le payer pour gagner. Là, il vient pour t'éteindre, donc faut le battre. Donc faut que tu portes tes couilles. Et je trouve que c'est pour ça que humainement, déjà ça, la gestion du stress, le fait d'être dans une situation hyper stressante que des tonnes de gens en France n'ont jamais vécu. Ça, tu peux le faire en allant en compétition jiu-jitsu brésilien. Et il va rien t'arriver. Et tu peux faire un parallèle avec le stress, peut-être une petite digression sur expliquer ce que c'est le stress. Parce que dans notre société, le stress a pris une connotation très très négative, alors qu'en fait, de base, c'est pas négatif. C'est même, on en a besoin pour survivre. Parce qu'en fait, le stress, si on l'analyse physiologiquement ce qui se passe, on a le cœur qui bat vite, on a les sens qui sont hyper sensibles, on va être beaucoup plus éveillé à tout ce qui va se passer autour, on va se mettre à transpirer, on va avoir une l'adrénaline arrive. L'adrénaline qui arrive, et en fait tout ça c'est des réactions de notre corps pour passer à l'action. C'est pour ça qu'on peut ressentir du stress. C'est pour ça qu'on peut ressentir du stress, par exemple avant un entretien d'embauche. En fait, on a conscience qu'il y a un enjeu. Et si je fais rien, je vais passer à côté de cet enjeu. Donc le corps, il se met en mode, vulgairement, un peu en mode combat. Genre, va falloir que je me batte, va falloir que j'aille. Et tes sens sont développés. Voilà. Donc il faut comprendre un truc, c'est que c'était plus fort à ce moment. Exactement.
pour obtenir ce au quoi j'aspire, ce qui compte pour moi. Et en fait, face à ça, il y a deux attitudes. Soit on trouve ça hyper désagréable et du coup on va vouloir le rejeter, mais dites-vous bien que plus vous allez le rejeter, plus il va venir fort. Et c'est là en fait où vous allez vous écrouler. La culpabilité, après le pire ça sera la frustration de ne pas avoir été, parce que quand tout va s'arrêter, en fait il n'y a rien de pire que les regrets. Les regrets, le sentiment de regret, vous allez culpabiliser et ça peut durer longtemps et ce sera 1000 fois pire que d'y aller. Ouais, clairement. Et la deuxième option, c'est en fait d'accueillir ce stress, de vous dire, bah en fait, s'il est là, c'est parce que je suis prêt à combattre. Donc, c'est bon, mon corps a agi, mon corps il est chaud. Ouais, c'est normal. Il veut y aller. Donc, eh ben, on y va. Et c'est là en fait où vous voyez la différence entre des gens qui se font complètement écraser par ce stress et des gens qui vont être boostés fois 1000. Et c'est là où on peut faire un parallèle entre les gens qui sont forts à l'entraînement, pas en compète, les gens qui sont moyens à l'entraînement et super forts en compète. Et ça va vous servir dans la vie de tous les jours parce qu'en fait, le corps, il fait pas la différence entre une compète de jiu-jitsu, un accident de voiture, un entretien d'embauche. Ouais. Un stress, c'est un stress. Et plus vous allez l'exposer dans un stress que vous maîtrisez, plus à des moments où vous allez être surpris, comme je prends l'exemple de l'accident de la route, et ben en fait, votre corps, il a l'habitude. Comme disait Sam avec ces situations d'urgence. C'est ce que j'allais dire. Et ben, tranquille, c'est bon. Il y a du stress, on n'est pas bien, on commence à avoir c'est ce que j'allais dire. Ah bah voilà. T'es un monstre parce que ce qui apporte le plus pour moi dans la compétition, surtout pour la culture dans laquelle on vit aujourd'hui, tu vois, on est bien, il nous arrivera rien, on est posé. Ah, c'est confort. C'est ça qui nous rend faibles d'ailleurs. Ben, c'est ce que tu dis, c'est que un mec lambda qui a une vie normale, qui n'a pas vécu forcément de situations stressantes dans sa vie, il va en compète, il va devenir beaucoup plus fort mentalement. Et quand il va vivre un jour des situations, des vraies situations, parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on est des privilégiés, on est des petits bourges. Je suis grossier encore une fois, mais on est des petits bourges de merde, tu vois, on est là, on a un confort de vie, on va en compète, le mec il est là, il est stressé, t'es stressé de quoi, mec? Ouais, dans le fond. Il y en a, ils sont là, tu vois, on va pas faire vous avez compris ce que je veux dire, tu vois, t'es là, t'es en compète avec ton kimono Venom ou Wicked One, quand tu regardes un vrai bon kimono. Très pragmatique. Ouais, ça va. C'est ce que je dis des fois à mes gars, parce que des fois je reçois des messages de gens qui sont très stressés, ils savent pas comment le gérer. En gros, la première chose que je leur dis, c'est qui c'est qui a choisi d'aller en compétition? C'est qui s'est inscrit? Tu vois, le mec il me dit, bah c'est moi. Je dis, donc t'es content d'y être ou pas? Le mec il me dit, bah ouais, je suis content. Je dis, bah alors kiffe alors. C'est toi qui es là-bas, c'est toi qui as payé, qui a voulu aller là-bas. Tu vois, donc pourquoi aujourd'hui tu te ferais bouffer par. Eh ben, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que en fait, ça va être un outil de fou dans la vie quotidienne. Quand tu vas gérer, tu verras que dans ton entourage, bah, c'est toi qui gères le mieux une situation stressante. Ça veut dire que tout le monde va paniquer. Toi, tu vas rester calme parce que cette situation, ton corps, la réaction chimique que ton corps produit, bah, tu la connais en fait. Tu vas dire, ah, et je sais. Tu vas pas perdre tes jambes, ou tu vas être lourd, mais tu vas quand même le gérer. Tu vas dire, je connais cette situation. Et peu importe le problème, en fait. Ce sera similaire des fois, à certaines intensités. Mais vu que le corps, lui, il fait pas la différence, eh ben, la réaction physiologique, elle va être exactement la même. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre tes moyens, eh ben, tu vas avoir les idées claires, le cerveau va être calme. Lucide. Tu vas être posé, lucide, et tu vas prendre les bonnes décisions. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est hyper important. Ça s'adapte à tout. Moi, je vais quand même sortir une anecdote, quand même. Il n'y a que des références à la bagarre. J'ai un ami à moi, on est parti une fois dans les Vosges, faire un week-end dans les Vosges. Tu connais les Vosgiens? Je suis moi-même au moitié Vosgien. Les Vosgiens, c'est que la bagarre. Et moi, je kiffe les Vosgiens. La Bresse, Gérard Armé. Non, c'est pas que la bagarre, c'est aussi les randonnées. Les Vosgiens, ils en ont rien à foutre. Ils kiffent trop la bagarre, les Vosgiens. C'est n'importe quoi, bref. Tu sais, si on a en plus dans le... J'ai un ami à moi, tu sais, vraiment maison, petite vie pépère, tu vois, petit gabarit, petit fan de moto, tout gentil, mais vraiment adorable mec, petits yeux bleus, tout, un mini Anto, tu vois, mais en mini fin. Et il va dans les Vosges avec une équipe, une équipe de rats d'égout, tu vois. Il est avec nous dans les Vosges. Et on parle, on parle de nos conneries et tout. Et il me dit, moi, tu sais que je me suis jamais battu de ma vie. Et je lui dis, ça va arriver ce week-end. Eh ben les gars, ça s'est vraiment arrivé. On s'est embrouillé. Ah, il fait une interview. Quoi, nous aussi on travaille. Hein. Il y a une star qui est en train de faire une interview à côté là. Qu'est-ce que je disais? Ouais.
je lui dis, ça, on va parler moins fort parce qu'il y a une star qui fait une interview à côté. Je lui dis, ça va arriver ce week-end, je me souviens exactement. Ça, c'est exact. J'ai un autre ami à moi qui s'appelle Tony. On est en boîte, enfin bref, et c'est lui qui va chercher la merde. Bref, une histoire entre deux équipes qui s'embrouillaient, on n'avait rien à voir. Il est parti, il était tellement alcoolisé, il voulait se battre aussi. Du coup, à un moment, on a dit, mais il est où, Tony? Et en fait, on est sorti, il était en train de se taper, on sait pas avec qui, pourquoi. Et lui, il était là, je vais pas dire son nom, mais il était là. Et du coup, il s'est fait... Il y a deux mecs qui lui ont sauté dessus, comment ça, le patate. Moi, j'ai pris un coup de gazeux, j'étais en train de me taper avec un autre mec sur le verglas. Et j'entendais mon nom, c'est écrié Samir, tu vois. Il était derrière une camionnette en train de se faire sabattre. Je suis arrivé en mode Superman, il était en sang, de la gazeuse mélangée, enfin bref, c'était un truc de fou. Et ouais, c'est drôle parce que des fois, en fait, c'est plus le même gars maintenant. Ah, c'est fou. Et en fait, c'est un gars, je te parle de ça, il devait avoir à l'époque 20 ans. Et il s'était jamais battu de sa vie. En même temps, après, c'est pas le lendemain, il marchait comme ça avec une veste en cuir, tu vois. Mais tu sens que c'est plus. Ouais, et il m'avait dit, ouais, moi je me suis jamais battu de ma vie. Et je me suis toujours dit, ouais, c'est bizarre. Mais après, c'est normal en vrai. Tu vois, c'est moi qui est pas normal de m'être battu toute mon enfance, tu vois. En vrai, c'est normal de pas se battre, tu vois. Et par exemple, t'as plein de gens qui ont jamais vécu une situation comme ça. Ouais. Ils ont vécu des accidents de voiture. Après, ça dépend de l'intensité de l'accident. On a tous vécu un peu des trucs. Mais c'est vrai qu'une compétition de JJB où tu vas payer toi-même. Toi-même, tout seul, tu vas te mettre dans une sauce toi-même. En général, tu arrives là-bas, tu te dis, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Waouh, qu'est-ce que je fais là? Il est horrible. Et on est samedi après, j'ai dépensé 200 € pour être là. J'aimerais bien que les gens, en commentaire, tous ceux qui ont déjà ressenti en plus, c'est vraiment cette phrase-là. C'est le « qu'est-ce que je fais là ?» Qu'est-ce que je fais là? Qu'ils le mettent. Parce que moi, je l'ai déjà ressenti. Bien sûr. En compète, il y a des moments, je me disais, mais. Samedi après, mais pourquoi je fais ça? Ouais. T'es au fond de l'Allemagne. T'es au fond de l'Allemagne. Au mois de juin, tu vas au championnat de France. Le dojo, le dôme. Championnat de France, ça va. Il y a le soleil qui tape. Parle doucement, l'interview. Il y a le soleil qui tape, t'as chaud. Il y a des lumières, tout. On va pas rigoler à l'interview. Pas rigoler à l'interview. C'est dur. Et tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fais là? T'as vu comment ils ont pas les mêmes moyens que nous? Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai un trépied action, moi. Eux, ils ont 2 flashs, moi, j'ai un trépied action. Faudrait qu'on investisse des trucs comme ça. Et bref. Mais ouais, il est tellement dur ce sentiment. Ouais, les gars, mettez en commentaire, s'il vous plaît, vos anecdotes. Quelques anecdotes. Parce que je trouve que vraiment, pour moi, c'est cette phrase. C'est « qu'est-ce que je fais là ?» Attends, viens, on parle d'un autre truc. Quand tu sors au premier tour. Le retour. Le retour. Dans la voiture. Du retour. Ah ouais. Le retour. On aurait pu parler du retour dans le... Tu sais, quand on fait toutes les étapes. Je fais 3 heures, 4 heures de route avec Najem. Je vais chercher Najem, j'ai dit t'inquiète, roule, je vais en compète. Ok. Je chercher Najem, je fais 3-4 heures de route. Premier tour, je me pète un doigt complètement explosé, je perds au premier tour. Tu sais, tout le... le retour, il est... Tout le retour, je fais ça dans la voiture. Tu sais, Najem, Saturviolette. Saturviolette, c'est fort, non? Saturviolette, c'est fort, j'ai dit, mais non. En fait, tu te sens quoi? Ouais, c'est spécial quand même. C'est dur. Tu te dis, mais quelle merde. Et ce qui est fou, c'est que tu y retournes. Il faut y retourner. Ça, c'est dur, il faut qu'on en parle aussi. En vrai, le podcast est parti complètement cacahuète. Mais en vrai de vrai, aller en compétition, perdre, et ne pas y retourner, il faut pas faire ça. Il faut y retourner. Moi, je peux citer une autre anecdote. Il faut s'arrêter sur une victoire. Qui me concerne pas moi, mais qui concerne quelqu'un du club. Vas-y, dis. De Salva. Ah oui, qui a pas lâché. Salva, il est extraordinaire. Franchement, j'ai admiré son force à lui, son mindset, parce que il va en compétition et je crois la première compète, genre il doit se faire soumettre. Il s'est fait très vite. Éteindre. Et quand il sort du tatami, tu sais, il est content. Il dit ouais, mais je suis content parce que j'ai été en compétition, j'ai fait la prépa, j'ai affronté ça. Maintenant, je sais ce que c'est. Il dit ok, bel état d'esprit ça. Il retourne en compète. Et il repère de nouveau. Mais je crois cette fois-ci, il perd au point. Et quand il sort du tatami, la réflexion c'est « Hey, j'ai été au bout du combat. » Tu vois, je me suis pas fait soumettre. Exactement. Et je me dis « Ok, bon, ça fait quand même 2 compètes de suite que tu perds au premier tour. » Non, tu sais, la plupart des gens, ça les fait chier. Et lui, il dit « Non, je suis content. J'ai été au bout du combat, je me suis battu. Tu verras la prochaine fois, j'ai gagné mon premier combat. » Eh ben, la fois d'après, qu'est-ce qui se passe? Il gagne son premier combat. Et là, il va plus en compète maintenant. Et maintenant, il a fini le jeu maintenant. Il a eu un... Bon, après, perdre de famille et tout, etc. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé cet état d'esprit tellement... J'ai la même anecdote, moi, pour Islam. Positif. Il se fait éteindre toute son année en ceinture blanche. Toute son année, il se fait éteindre quand on allait au GMC. Il faisait 2-3 combats, il se faisait éteindre. Lui, il est accro.
Et ben, Islam est devenu champion de France la même année. Ouais, Il a perdu toutes les compètes. Et je disais à Islam, regarde, je t'assure, tu peux gagner le championnat de France. Même il a perdu genre 2-3 compètes d'affilée. Il était au bout. C'est ouf. Il n'avait pas gagné un combat. Il a gagné le championnat de France. Genre, il a gagné 6-7 combats d'affilée. Il a gagné le championnat de France. Et puis, j'ai une anecdote que j'ai déjà répétée. Bouchécha, il a perdu, je crois, c'est 8 ou 9 premières compétitions. Mais en vrai, après tous les combattants de haut niveau, ils ont tous perdu leur première compétition. Tout le monde a perdu dans tous les sports. Et surtout, vous inquiétez pas par rapport à ça. Dites-vous bien qu'en vrai, la seule chose qu'on va retenir, c'est le jour où vous allez gagner. Mais c'est ça. Quand vous allez gagner, je sais pas, un AGA, un champion de France, un grappling industrie, et que vous allez poster ça sur les réseaux. Quand tu vas gagner juste un combat. Tout le monde aura oublié les compètes que vous avez perdues avant. Mais Anto, on n'a pas parlé d'un détail. Déjà, j'ai une belle petite phrase. La première défaite forge plus que 100 victoires faciles. Ouais, clairement. La première défaite forge plus que 100 victoires faciles. On n'a pas parlé d'un truc, d'un détail que tu peux pas acheter, qui est incroyable, qui est une drogue, la victoire. Excuse-moi, mais quand tu gagnes, quand il lève ton bras, mais écoute, quand tu gagnes, mais c'est une sensation. Pareil, c'est impossible. En fait, ça, par contre, je vous garantis, vous pouvez pas l'acheter. Vous pouvez acheter une victoire. Tu vas en Thaïlande demain, on en connaît. Tu vas en Thaïlande. Demain, je vous sors une vidéo de moi en train de mettre KO des Nakmoué dans un stadium. Et mais tu n'auras pas cette sensation parce que c'était faux. La sensation. En fait, faut la décrire. C'est le moment où tu prends une position, genre tu prends le dos, tu passes le bras et tu sens que tu as verrouillé l'étranglement. Tu sens que tu l'as. Et là, tu attends que le gars tape. Et en fait, c'est ce moment où il tape. Il y a genre une délivrance de. Ah là là. Ça y est. Mais c'est trop éphémère. Mais c'est une dose de malade. En fait, c'est un pic qui est tellement vraiment de la drogue, en fait. Au niveau de la dopamine. Ouais, en fait, c'est incroyable. Ça dure 1 seconde, mais ça. Ah ouais. Et il lève la main, et en fait, on dirait que tu flottes. Ouais. Clairement. Genre, t'es sur un truc, et même le combat le plus pourri. Genre, c'est ton combat, c'est ta victoire à toi, t'en as rien à foutre. En plus, et après, pendant quelques jours, tu marches un peu comme ça, toi. Tu fais des petites tirades à la maison, tu vois. Tu croises ton frère, tu fais des petits attention. Tu sais qui a fait 3e là à Cologne, là-bas en Allemagne. Médaille de bronze, 4 combats, 1 victoire. T'imagines marcher dans la rue, tourner la tête, voir une vitrine et faire. Ouais. Non, mais vraiment, on n'a pas parlé de ça, mais quand vous allez gagner, c'est une vraie drogue. Ah, c'est addictif. En fait, quand tu gagnes, t'es piégé. Après, ça dépend du contexte de ta vie, etc. Mais c'est vrai que la sensation d'aller en compète et de gagner... Moi, je pense pour certaines personnes qui ont eu des parcours assez difficiles, la première victoire en compète, elle peut être libératrice de fou. Hein. Quand tu as eu un parcours vraiment compliqué, une vie sociale compliquée, ou pour te construire en tant qu'homme, ou en tant que femme, mais en tant qu'homme, t'as pas eu toutes les armes comme tout le monde, et voilà, forcément, t'as pas la même confiance qu'un mec qui grandit avec papa, maman, dans un cadre de vie parfait. Arriver par toi-même à aller chercher des victoires. Parce que là, c'est réel, c'est vrai. Tu l'as pas volé, tu vois. T'as vraiment gagné. Genre, t'as ta médaille. Par exemple, tu vois, j'ai des gens, ils gagnent une médaille de bronze, une médaille d'argent, tu vois. Et ils me disent, ouais, tu vois, je suis désolé, tu vois, j'ai pas fait médaille d'or, c'est de la merde, tu vois. Je leur explique, mais gros, c'est une dinguerie, tu vois. Il y a personne. Là, tu t'es levé, t'es parti, t'as fait 3 heures de route, t'es parti battre des gens, monter sur un podium, prendre une médaille et rentrer chez toi. Je sais pas si tu te rends compte, c'est une dinguerie ce que tu viens de faire. Rien que le fait de monter sur le tatami, pour moi, dès lors que t'es monté sur le tatami, t'as gagné déjà. T'as déjà gagné. T'as déjà gagné. Parce que t'as déjà accompli, comme on disait au début du podcast, t'as déjà accompli ce que une multitude de personnes seraient incapables de faire. Regardez juste dans votre famille. Ou faites le total de vos amis. Et regardez combien il y en a qui auraient le courage de monter sur un tatami pour aller s'étrangler. Aller au bout. Ouais, et même parce que t'as des gens qui vont dire, oui, mais moi je m'en fous de la compète, je m'en fous des sports de combat, c'est pas mon truc. Aller au bout des choses dans ce que tu fais, de manière générale. Ça veut dire que, je sais pas, j'ai une connerie, mais ton pote, il va dire, tu vas dire à ton pote, moi je combat, tu vois, et lui il va dire, moi je m'en fous du combat, je suis pas passionné d'arts martiaux, tu vois. Mais lui, peut-être qu'il fait autre chose. Ça, je dis, ouais, mais toi, dans ta passion, dans ce qui te passionne, dans ce qui t'anime, t'as jamais été au bout du truc, t'as jamais essayé de, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, mais tu vois, ça peut être de l'entrepreneuriat ou, tu vois, et je sais pas, mais aller au bout du truc, déjà aller au bout d'un truc, de croire en soi-même, genre d'y croire, même si ça paraît éphémère au début, et on se dit c'est faux, je fais semblant de croire en moi. Tu vas gagner, et c'est de la vraie confiance. Là, t'as gagné un vrai bail. C'est clair. Là, c'est pas te regarder dans le miroir, dire je suis costaud, je suis un cogneur.
Non, là, tu vas dire, là, c'est prouvé, c'est factuel, j'ai vraiment gagné, j'ai vraiment battu le gars. Le gars, je le connais pas, je l'ai pas payé, je l'ai vraiment battu. Et en fait, vous allez accumuler de la vraie confiance tangible. De l'XP qui peut plus partir. Ouais, tangible. Là, une fois qu'elle est là, elle peut plus partir. Personne peut vous l'enlever, vous l'avez volé à personne. C'est tangible. Bah ça, pour un homme, surtout qui se construit, c'est un power, mais de fou. Et même, on en avait déjà parlé la dernière fois comment il s'appelle, de Franck, qui a 50 piges, a jamais fait combat de sa vie. Et qui a été tu te rappelles, médaille d'or sur le podium, la tête qui fait, la posture. Ouais, c'est clair. Ah, moi, je l'ai croisé avec son scénic, fenêtre ouverte, le bras comme ça. C'est la réalité, je l'ai croisé, il roulait comme ça. Avec le bras, ça, c'est qu'un champion qui roule comme ça, tu vois. Non, mais vraiment, tu sens, et on en avait parlé vite fait, tu vois, je lui ai dit, tu sens, et tu vois, et je vais pas, voilà, c'est intime, tu vois, je vais pas raconter ce qu'il m'a dit, mais en gros, ça change quelqu'un de se dépasser soi-même, de sortir de sa zone de confort. Ah, ça et d'outrepasser le truc. Et ça aussi, c'est un paramètre qui est important, parce qu'on parlait du stress, mais le fait de sortir de sa zone de confort, c'est qu'en fait, vous pouvez pas évoluer intérieurement tant que vous restez dans quelque chose que vous connaissez. Pour pouvoir évoluer, tu es obligé d'aller vers quelque chose que tu connais pas. Tu es obligé de te mettre dans une situation où tu vas devoir t'adapter pour progresser. Il n'y a pas le choix. Tu peux pas évoluer en restant dans ta zone de confort, c'est impossible. Mais c'est ça. Et en fait, sur ton propre tatami, il faut sortir. En compétition, tu seras forcément hors de ta zone de confort. Et si tu prends l'habitude de sortir de ta zone de confort régulièrement ou pas, eh ben, tu pourras le transposer dans la vie de tous les jours. Bizarrement, tu vas entreprendre des business. Tu vas te mettre à prendre des initiatives dans tous les domaines. Je sais pas, tu vas dire allez, ce week-end, je vais partir dans un endroit, je connais pas, j'y vais comme ça à l'arrache, je vais découvrir. C'est pas forcément un endroit touristique, mais peut-être que je vais me mettre dans la difficulté. Mais en fait, ça devient une façon de penser. Ce qui est une dinguerie, c'est que tu peux découvrir ta propre personnalité. Ça veut dire que tu as des gens, ils pensent être comme ça. Ah non, poteau, tu vois, par exemple, ils pensent être introvertis. Non, c'est juste que tu es bloqué, tu es coincé. Tu n'oses pas, et en fait, tu vas découvrir vraiment. Tu as des gens qui changent même tard, à 40 piges, 50 piges, qui changent complètement de personnalité, qui se disent, ouais, en fait, je suis bloqué dans un truc depuis le début, alors qu'en fait, c'était pas moi. Bah, le JJB peut aider à ça. Et aller en compétition, pour moi, ça fait la diff. Pour plein d'autres détails. Mais ouais, sortir de sa zone de confort, déjà, bah, dans la vie de tous les jours, tu vas sortir de ta zone de confort. En fait, c'est tellement de trucs. C'est un système une façon de fonctionner que tu vas développer et que tu vas pouvoir adapter à plein d'autres situations. Ouais. Tu vas oser. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vas arrêter d'hésiter, tu vois. Tu vas dire, allez, on y va. Et en plus, ça va impacter ton entourage. Ouais. Tu vois. Et après, j'ai du mal avec ça. Enfin, c'est pas ça, c'est que je voulais expliquer, c'est que tu as des gens, ils sont contre ça, tu vois. Oui, mais non, mais... Non, je pense que c'est important quand même. Il y a une différence entre... En fait, aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, d'avoir une personnalité forte, ça passe pas. Surtout en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Surtout en France. Direct, t'es une grande gueule. Quand tu entreprends, les entrepreneurs, on le sait, sont très mal vus. Ouais. Quand tu entreprends de manière générale, dans quoi que tu fasses, t'es décrié. Les gens vont pas y croire. Les gens veulent pas que tu réussisses parce qu'eux sont incapables de le faire. Parce qu'en fait, on est des moutons. On part loin encore dans une autre truc, mais on est déjà lobotomisé depuis l'enfance, depuis l'école. Ça, c'est ouf que tu dis ça. J'ai regardé un reportage. À chaque fois, tu regardes un reportage qui passe. Mais moi, je regarde beaucoup de reportages. Toute la journée. Franchement, je dois regarder au moins une trentaine par semaine, je pense. Ouais, c'est lourd, Arte. Ouais, et du coup, c'était un reportage Arte sur... je regarde des reportages Arte sur YouTube, moi. Sur l'éducation, ouais, pareil. Ouais. Sur l'éducation, là, l'algorithme, il est fait. Maintenant, je regardais et ça, il est rodé. J'en ai écouté un hier soir. Et c'était sur l'éducation. Et il parlait que l'éducation, de tout temps, quand l'école obligatoire a été mise en place, ça venait après des révolutions pour formater les nouvelles générations à ne pas se rebeller. Ouais, okay. Là, on fait une digression de fou. On fait une digression de fou, mais c'est pour comprendre que... Digression complotiste. On est formaté depuis toujours à suivre un chemin, on est tous les mêmes. À ne pas faire de vagues, c'est fou. À rester... C'est fou. Tu rentres dans un parking, il y a 4 entrées. Voilà. S'il y a 2 voitures à droite, tout le monde va aller à droite derrière les autres, parce que je veux pas tenter d'aller dans les 3 autres entrées, c'est bizarre. Exactement. On est formaté pour rester... pour être gentil, pour pas faire de vagues, pas poser de questions, ne pas oser, ne pas penser par nous-mêmes. Et le problème, c'est que moi, je fais tout le contraire. Ouais, bah oui, moi, c'est comme Bouba dit. Moi, le problème, c'est quand j'ai la clé, je m'en sers pour casser la fenêtre. Tu vois. Je m'en sers pour casser la vitre. Genre, j'ai la clé, je m'en sers. Non, mais c'est une expression. Ouais, quand j'ai la clé, je m'en sers pour casser la vitre. Tu vois. Mais c'est vraiment ça. Moi, c'est carrément. Et c'est ça. Et en fait, le fait d'oser va vous faire sortir de ce système de pensée. Vous allez vous dire.
tout le monde va là, bah moi je vais faire ça. Et peut-être que 9 fois sur 10 ça va être une erreur, mais il y a un moment donné où ce sera pas l'erreur et vous allez débloquer un truc que les autres n'auront pas osé débloquer. C'est ça. C'est beau. Et ça va vous faire grandir. Et c'est beau. Voilà. Putain, on va couper parce qu'il faut que j'ai... Mon cher Anto, on redéveloppera probablement une partie 2 sur la compétition et comme tu disais dans les détails quand tu arrives, etc. L'inscription, comment tu t'inscris même, on peut parler de tous les détails et comment on aborde une compétition. Parce que je suis sûr qu'il y en a, ils stressent juste à l'idée de se dire je sais pas comment on fait pour m'inscrire. Ouais. Tu vois. Alors pas que je fasse une connerie et tout. Alors c'est simple, très simple. Bon, mettez un j'aime. Ciao tout le monde.